Ok, merci. Bonjour. Je voulais remercier la NRS pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de vous présenter l'expérience de notre projet de recherche intitulé COVID-4P qui a eu lieu dans un contexte de crise sécuritaire et géopolitique au Burkina Faso. Et voici le plan que nous allons suivre au cours de cette présentation. Je vais vous faire part du contexte et bon, on va dérouler notre présentation par rapport à ce plan-ci. Pour camper le contexte, il faut dire que le Burkina Faso est situé en Afrique subsaharienne. C'est un pays enclavé, situé en Afrique de l'Ouest et qui a une frontière avec le Mali au nord-ouest, le Niger au nord-est et puis au sud, on a le Ghana, le Togo et le Bénin un peu au sud-est et la Côte d'Ivoire au sud-ouest. La superficie est de 274 000 km² et on a une population d'environ 22,8 millions d'habitants qui est majoritairement féminine, et jeune et rurale. Et depuis 2015, il faut dire que le Burkina Faso fait face à la montée du terrorisme qui est venu de pays comme le Mali et le Niger. Et depuis le départ du président Blaise Compaoré en octobre 2014, le pays a connu beaucoup de changements au niveau de la tête de l'État. Donc, en près de 10 ans, nous avons connu environ au moins 5 chefs d'État à la tête du pays. Et le dernier en date, c'est le président Ibrahim Traoré qui est en poste depuis le 30 septembre 2022. Et au niveau international, le Burkina, qui était la destination à ne pas manquer, est actuellement vu comme la destination à éviter. Et la preuve, depuis 2022, le pays est peint totalement en rouge, ce qui signifie que c'est une destination à éviter. Et le contexte sécuritaire a entraîné beaucoup d'événements indésirables, notamment les déplacements des populations vers les camps de réfugiés. Et également, par rapport pour ce qui concerne la CONASU, jusqu'à la période du 31 mars 2023, on avait environ 2 062 000 déplacés internes. Et il faut dire que cette situation amène le pays à faire face à de nombreux besoins et des défis, notamment des défis en termes d'assainissement, de besoins en eau, des défis en termes alimentaires, et des défis en termes de santé et d'éducation, mais en plus également, on fait face à des défis liés au changement climatique. Quand nous voyons dans le cas de réfugiés, dans les camps de réfugiés, c'est une inondation, donc ça montre encore les défis auxquels nous devons faire face. Donc, c'est dans ce contexte qu'est arrivée la pandémie à COVID-19, dont le premier cas a été notifié en Chine, et plus précisément le 17 novembre 2019. Et le Burkina Faso a notifié son premier cas le 9 mars 2020. Et au cours du temps, les principales villes qui étaient touchées, c'était principalement Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Donc, pendant cette période, un plan de riposte a été mis en place
Et vu la précarité de notre système de santé, et je pense qu'à l'époque, on avait moins de 5 lits de réanimation qui étaient fonctionnels. Donc, on ne pouvait pas se permettre de faire face à un afflux de cas de Covid-19. Donc, il fallait alors privilégier les mesures préventives dans la riposte de la maladie. C'est dans cette idée qu'est née l'idée du projet COVID-4P, qui est une étude sur l'analyse des relations entre la pauvreté, la pollution, la prévention et la progression du Covid-19 au Burkina Faso. Le projet a été mis en œuvre entre le 16 septembre 2020 et le 16 avril 2023. C'est un projet qui a été mis en œuvre par une équipe mixte qui est constituée de chercheurs du Centre Muras qui est à Bobo-Dioulasso, dont moi-même qui était la responsable scientifique et de 3 autres collègues. Et également pour l'équipe française, c'était des chercheurs du laboratoire d'économie de l'Université Paris-Dauphine, dont le principal investigateur était Philippe Devreyer. Il y avait Élodie Djemay et Thomas Tivillon dans cette équipe. Et ce sont les différents partenaires. Il faut dire que le projet COVID-4P a été financé dans le cadre de l'appel Flash Covid qui a été lancé en 2020 sous le numéro de COV 14. Et l'objectif principal, c'était d'évaluer les facteurs de diffusion et de gravité de la maladie au Burkina Faso, notamment dans les villes moyennes. Donc, il s'agissait d'estimer la séroprévalence de la maladie dans la région du centre-sud du Burkina, de mesurer l'efficacité des messages d'information et de prévention sur les comportements de prévention, de mesurer l'importance du manque de ressources des ménages dans l'adoption des gestes barrières et finalement de voir l'importance de la pollution aux particules fines, notamment ceux de diamètre inférieur à 2,5 micromètres dans la propagation de la maladie et sa gravité. Il faut dire que le projet a été niché dans une population qui avait déjà fait l'objet d'une enquête en 2019 dans le cadre d'un projet intitulé Red Gas. Et ce projet visait à évaluer la demande de réchaud en gaz de pétrole liquéfié et les bénéfices qu'on pouvait avoir en termes de pollution dans les ménages, l'émission de gaz à effet de serre et le bien-être de la population. C'était un projet financé par l'Agence française de développement. Donc, c'est sur cet échantillon que nous avons prévu de conduire l'étude, le projet COVID-4P. Et dans le projet Red Gas, c'était les 3 villes de la région du centre-sud qui avaient été sélectionnées, Kombistri, Manga et Pau. Et cette sélection était raisonnée, vu qu'en 2019, lors de la préparation du projet, c'était la partie, ce que j'ai entouré en bleu, c'était la partie la moins risquée, la zone à moins fort défi sécuritaire. Bon, nous n'avons pas été, pour cette partie du projet, nous n'avons pas été inclus dans la discussion sur le choix des zones d'études. Donc, dans ce projet, on avait un échantillon de 25 ménages qui ne disposaient ni de gaz ni d'électricité. Et on avait eu à enquêter 4 419 personnes. On avait des données sur la composition des ménages, les conditions de vie, l'état de santé déclaré et de tous les membres des différents ménages. On avait également eu à faire des mesures de l'exposition individuelle au PM2.5 dans chez 562 personnes. Et dans le cadre de COVID-4P, nous avons prévu de faire 2 enquêtes.
une enquête pré-intervention, ensuite l'intervention et l'enquête post-intervention. Dans l'enquête pré-intervention que nous avons appelée enquête de suivi 1, nous avons administré un questionnaire pour avoir une idée des connaissances des populations sur la COVID-19, notamment les modes de contamination, les gestes barrières, s'ils ont connaissance d'existence de traitements, et les facteurs de gravité, s'ils savent quelles sont les personnes à risque et quels sont les comportements de prévention qu'ils adoptent, et également leur état de santé. Et nous avons également fait des tests sérologiques pour détecter les immunoglobulines G et M. Nous avons également fait des mesures, répété les mesures des PM2.5 chez les individus, dans les cuisines et dans l'air ambiant dans chaque ville. Et pour ce qui concerne l'intervention, la population a été divisée en 3 bras globalement. Il y a un bras qui a bénéficié d'un traitement que nous avons appelé information. Dans ce bras, les individus ont bénéficié de messages audio qui étaient envoyés chaque mois sur leur téléphone portable pour leur rappeler les gestes barrières et autres. Et également, ils ont eu droit à des vidéos de sensibilisation, notamment 2 vidéos de sensibilisation qui ont été montrées de porte en porte au niveau de ce groupe de traitement. Et dans le groupe de traitement transfert, les individus ont bénéficié d'un transfert monétaire qui est juste suffisant pour leur permettre de payer le matériel de protection tel que les masques, le gel hydroalcoolique et le savon pour l'hygiène des mains. Et il y avait un groupe contrôle qui n'avait pas bénéficié de tout ça, mais pour ce groupe contrôle, à la fin, nous avons prévu un rattrapage du point de vue éthique pour qu'il n'y ait pas de différence, parce que ceux-ci vont recevoir un transfert et les autres non. Bon, au niveau de l'enquête de suivi 2, nous avons essayé de voir si nos interventions ont eu un impact, donc nous avons recollecté un certain nombre de données. Maintenant, j'en viens aux difficultés liées au contexte sécuritaire dégradé. Pendant la phase de préparation de la collecte, il faut dire déjà qu'à cause du contexte sécuritaire, nous avons eu accusé un retard pour recevoir le financement, parce que apparemment la procédure pour transférer le financement était un peu compliquée. Donc le financement est arrivé autour de janvier 2021, ce qui a retardé la mise en œuvre du projet. Et également pour l'acheminement du matériel depuis la France jusqu'au Burkina, nous avons eu des difficultés parce que du fait du contexte sécuritaire et également de la pandémie, il y avait le transport aérien qui était un peu réduit. Et lors de la formation des enquêteurs, nous n'avons pas pu avoir la présence de nos partenaires français parce qu'il y avait l'interdiction de voyager vers le Burkina. On était obligé de les faire intervenir en ligne et nos partenaires ont eu à recruter une assistante de recherche qui également avait des restrictions parce que l'assistante de recherche sur le terrain ne pouvait pas dépasser la ville de Kombisri. Elle était localisée au niveau de la ville de Kombisri. Donc, quand il y avait des difficultés, on était obligé de faire venir le matériel par les transports en commun jusqu'à Kombisri pour qu'elle règle le problème. Et le matériel repartait sur le site, ce qui accusait un certain nombre de retards. Et pour la deuxième phase de la collecte des données, quand on a voulu commencer l'enquête, quand on a voulu commencer la formation, il y a eu une suspension de la connexion Internet qui est survenue du fait des crises politiques qui a duré pendant 8 jours. On n'avait pas accès à la connexion mobile. Donc, on a dû comment dirais-je,
changé de façon de faire pour pouvoir tenir la formation. Heureusement, au bout de 8 jours avant le début de la collecte prévue, la connexion est revenue et les agents de santé ont pu aller au niveau des sites. Compte tenu du contexte dans lequel nous étions, quand au niveau sur place sur le terrain, on avait prévu des lettres. En fait, on a renforcé le système pour vraiment éviter les risques liés au contexte sécuritaire. On a décidé de faire des lettres. On a décidé que chaque équipe qui arrive dans chaque site doit aller visiter avec tous les membres de l'équipe au commissariat, se présenter au commissariat, à la gendarmerie, au chef traditionnel, dans les différents sites. Avant le début de l'activité, ça prenait du temps, mais c'était important pour nous. Nous avons même fait des communiqués au niveau des radios locales. On a utilisé les crieurs publics pour mettre la population en confiance, pour qu'ils sachent que l'activité était connue de tous. Ce n'est pas une activité cachée, donc il n'y a pas de raison cachée. Et dans les ménages, les difficultés auxquelles nous avons fait face, c'est le fait qu'au niveau de l'information, il fallait dire que c'est une équipe conjointe française et burkinabé. Les gens avaient une certaine appréhension. On connaît les tensions qu'il y a. Donc, il fallait également user de stratégies pour éviter les refus. Et puis, il y avait un amalgame entre le test Covid et la vaccination. Quand on est venu dire quand on a dit qu'on voulait faire des tests, les gens disent non, c'est une façon de venir nous vacciner parce que ici, vous-même, vous savez qu'il n'y a pas la Covid-19 ici. C'est une stratégie, en fait. Et puis, le matériel de collecte qui était un matériel, vous voyez la dame avec la pompe pour les mesures de la qualité de l'air. Il y a certains, surtout le voisinage, qui disaient que c'était un agent explosif qui essayait de dissuader les autres de porter l'appareil. Et pour ce qui est de l'implication au niveau de la recherche, vu que nous avons fait un choix de raisonner des sites, il y a eu certainement un problème de représentativité. Parce que de ce fait, on ne peut pas extrapoler les résultats. On ne peut pas dire que les résultats que nous avons eus sont représentatifs de toutes les villes moyennes du Burkina Faso. Et il y a certainement eu des données manquantes liées à l'accessibilité. Et parce que les enquêtes, c'était au moment de la saison pluvieuse. La première enquête, c'était autour de juin-juillet. Donc, beaucoup de ménages avaient déménagé dans les hameaux de culture. Les hameaux de culture, il y en a qui se situent à environ 50 km même du ménage d'origine. Donc, c'était de longues distances et il fallait parcourir ces distances à moto. Donc, il y avait un problème de sécurité pour les agents de terrain sur les routes. Et il y avait un risque pour les enquêteurs d'être pris pour des espions par les terroristes. Et puis, il y avait des contraintes logistiques parce que s'il fallait quitter les ménages pour aller à la sortie à 50 km, il y a des problèmes de connexion. Deux fois arrivé, on n'arrive pas à joindre le ménage en question parce que le réseau ne passe pas, alors que ce n'est pas téléphone qu'il faut que la personne indique sa position. Et il y a un problème de complétude des données, parce qu'on avait dit que quand le ménage est très éloigné, vu les risques qu'on encourt, c'est mieux d'éviter. Mais on trouvait des stratégies. OK, c'est presque la fin. Voilà. Donc, on trouvait des stratégies pour éviter cela. Ça a eu un impact sur le respect du calendrier. On a dû ajouter un certain nombre de jours pour pouvoir terminer les collectes. Et il y a également la pression psychologique que tout ça cause aux agents de terrain et à nous-mêmes, les membres de l'équipe. Et en deuxième partie,
Pour l'appel 2023, nous avons encore soumis un appel à projet qui a été accepté pour financement en juillet 2023 et la date de début était prévue en janvier 2024. Et nous devions inclure nos participants entre mai et juin 2024 et l'intervention devait survenir entre juillet et décembre 2024. Mais en septembre 2023, on nous annonce qu'il y a la suspension des financements entre la France et le Burkina. Donc, notre projet a été suspendu. Le financement par rapport au projet a été suspendu et ce n'est qu'en janvier que la NRS a repris contact avec nous pour débuter les procédures administratives. Et on a fixé la nouvelle date de démarrage à octobre 2025. Donc, il nous fallait un décalage de 2 ans pour le début de l'activité parce que c'était fixé en fonction de la saison où il y avait une forte exposition à l'aflatoxine. Et à ce niveau, l'implication, heureusement, je pense qu'il n'y a pas d'implication sur la pertinence du projet parce que le problème reste posé, la solution reste nécessaire. Et cependant, si d'ici janvier et février, nous n'avons pas reçu les fonds, nous sommes obligés de faire encore un décalage d'1 an pour pouvoir respecter les conditions de l'inclusion de nos participants. Et pour conclure, je dirais que les crises sécuritaires et géopolitiques peuvent rebattre les cadres des priorités et également entraîner une modification, des adaptations méthodologiques, mais cela ne doit pas arrêter les collaborations ni les financements pour la recherche, notamment la recherche en santé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir prendre 2 à 3 questions rapides. Oui, Francis. François Labisse, Bordeaux, ce sera juste un commentaire très court pour vous remercier et remercier aussi la présentatrice de la présentation Cobra au Brésil, parce que ces 2 exemples-là, c'était les premières fois où la NRS, ce ancien modèle, se trouvait confrontée à vouloir travailler ou être amenée à travailler sur les maladies infectieuses émergentes et à travailler en situation de crise. Et voilà, vous avez donné des très bons exemples. Et puis depuis, beaucoup de progrès ont été faits. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Dr Sana. J'ai beaucoup apprécié votre présentation et j'essaie de faire un lien avec la précédente présentation où il est question effectivement des femmes vulnérables à Haïti. Alors, ce que j'ai pu retenir, c'est que en réalité, les crises économiques, la pauvreté vont de pair souvent avec les infections, des maladies infectieuses. Et que, en réalité, toutes les injustices qui sont générées, effectivement, peuvent être des facteurs effectivement aggravants. Alors, en rapport avec la pandémie de Covid-19, voilà, c'est vrai que vous avez parlé des difficultés que vous avez rencontrées, la méthodologie adoptée. Est-ce que vous avez noté une différence vraiment, ou bien une plausibilité de l'association entre l'instabilité, parce que quand je parle de l'instabilité, comme on voit au Burkina Faso, je fais allusion aussi aux pays comme les nôtres qui ont connu des décennies d'instabilité. Est-ce que vous n'avez pas vu effectivement qu'il y a une association évidente entre l'augmentation des cas du fait de la mauvaise gestion effectivement de la pandémie et les troubles militaro-politiques que nos pays ont connus? Merci. Et au cours de notre recherche, nous n'avons pas pu faire le lien parce que toute la recherche s'est déroulée dans ce contexte de crise. Donc, il n'y avait pas de moyen de comparaison à faire en dehors de la période post-crise sécuritaire, en dehors de période de crise sécuritaire. Donc, nous n'avons pas fait ça. Merci. Bonjour, Lorelai Corso de la NRS-MIE. J'avais une question. Donc, je constate que vous avez eu pas mal de problématiques dans votre étude par rapport au contexte sociopolitique et je constate que c'est le cas aussi de beaucoup de pays. Et je voulais savoir si vous avez prévu de faire une publication ou de documenter ces problèmes que vous avez pu avoir dans le cadre de votre étude. Et c'est aussi une question que j'ouvre aux
à d'autres pays qui sont confrontés aux mêmes problèmes, pour pouvoir documenter, avoir une traçabilité, un retour d'expérience qui permettent aussi aux autres pays qui sont confrontés à des problématiques similaires de pouvoir prendre cet exemple pour pouvoir contourner des problèmes. Merci. Pour l'instant, on n'en a pas discuté au sein des différentes équipes, mais peut-être que, comme vous nous suggérez l'idée, on va y penser. Sinon, il y a un seul article qui a été publié dans le cadre des résultats de ce projet. Il est publié dans le journal PLOS ONE. Alors, si je peux me permettre de répondre à cette question, il y a en fait, je suis là, Adama. C'est moi qui parle. Je disais, avec les collègues Sylvain Ilboudo, Roger Zerbo du CNRST et autres, Marie-Thérèse Arcan-Sommet et d'autres collègues du Mali, nous sommes en train de rédiger une tribune sur justement faire la recherche en contexte de crise. Mais moi-même, j'ai soumis un papier à la revue Sociologie où je discute de ces questions-là et la position en fait des chercheurs. Comment est-ce qu'on prend position et comment aujourd'hui, et peut-être que ce serait bien de vous entendre là-dessus, au-delà des coopérations internationales, il y a aussi la question de la circulation des chercheurs qui est aujourd'hui plus que contraint, le choix des terrains, et même la question de comment on restitue nos résultats, la production des données, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, jusqu'où on va, et donc ça, ce sont de vrais enjeux aujourd'hui auxquels nous sommes confrontés. Au Sénégal, beaucoup moins, mais quand même, en collaborant avec des collègues du Burkina et du Mali, on voit, on ressent bien ces effets-là. Voilà. Merci. Effectivement, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.